Là, tout le monde parle d'IA. Le moment un peu Satoshi Nakamoto de l'IA qui publie son white paper, c'est la Dartmouth Conference, c'était il y a 60 ans. Et donc, les cycles d'adoption de la technologie sont longs. La blockchain, c'est une matière qui est encore en devenir, enfin, c'est encore dans les labos de recherche. On crée de l'innovation sur la blockchain tous les jours. Il y a des nouveaux protocoles qui émergent. On va en faire quelque chose collectivement. Mais il faut se dire qu'on est là pour un long run. Bonjour David. Salut Lilian. Eh bien, écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour un nouveau podcast sur Cryptost. On est, comme on peut le voir avec le décor derrière nous, à Paris Blockchain Week. C'est le premier podcast qu'on tourne à l'occasion de l'événement. Il y a un peu de bruit autour, donc je pense que ça va être peut-être un peu compliqué pour les gens de correctement nous entendre. On va parler fort. Mais on va faire de notre mieux. En tout cas, je suis content de te recevoir. Donc, tu vas nous expliquer de toute manière ce que tu fais, mais voilà, tu es représentant de XRPL Commons, Oui, tout à fait. voilà, dont on entend beaucoup parler, qui est quand même, je pense, une entité que les gens ont un peu de peine à bien cerner. Donc tu vas voilà, nous expliquer tout ça, ça va être intéressant. Yes. Avant toute chose, est-ce que tu peux voilà, te présenter, expliquer ton parcours? Je sais que tu as un parcours intéressant. Et qu'est-ce qui t'a amené ensuite à te lancer là-dedans? Intéressant, je sais pas, mais avec plaisir pour me présenter. Un parcours fourni en tout cas. Je m'appelle David Pchiri, j'ai 41 ans. Je suis un ingénieur de formation, mais j'ai assez vite basculé dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai monté quelques boîtes. J'ai vécu en France et aux États-Unis, à San Francisco. J'ai fait de l'innovation pour des grandes boîtes. Ouais. Depuis un an exactement, je suis le président de XRPL Commons. C'est une association, une organisation non-profit qui est basée à Paris, qui rayonne dans le monde entier et dont l'objectif c'est de faire rayonner et élever l'écosystème XRPL. Ok. Alors, du coup, il y a plein d'éléments, je pense qu'il va falloir qu'on clarifie. Ouais. On a XRP, on a XRPL et on a XRPL Commons et d'autres entités qui gravitent autour. Tout à fait. D'abord, bon, XRP, Ripple, voilà, quel est le lien L'histoire est simple. L'écosystème XRP Ledger, il a plusieurs composantes. Comme toutes les blockchains d'ailleurs. Bien sûr. Mais nous, ça se décompose un peu comme ça. Il y a des gens qui construisent le protocole, donc qui codent le protocole lui-même. Et les gens qui codent sur le protocole, donc qui construisent des boîtes qui utilisent le XRP Ledger. Il y a des gens qui opèrent le réseau. Donc là, on parle du protocole physique, des serveurs de validation. Et il y a les investisseurs, les holders. Donc, Ouais, les holders de XRP. les holders de XRP, absolument. Donc on a dans l'histoire en fait un acteur un peu majeur et qui est souvent confondu avec le protocole lui-même, c'est Ripple. Donc des ingénieurs de Ripple, il y a 12 ans, ont créé le XRP Ledger. Donc ils ont créé cette technologie et puis eux, ils ont créé une société qui build des produits financiers, des services financiers à destination plutôt des institutions pour le paiement. En fait, XRP, il y a XRPL, Ouais. c'est cette blockchain de layer 1 qu'on connaît finalement. Exactement. D'accord. Un layer 1 open source décentralisé, je pourrais parler de la décentralisation après, public, Ouais. contre les mauvaises les idées un peu confuses qu'ont les gens sur est-ce que c'est public ou permissionné, qui a été créé par Ripple initialement, open sourcé quelques années après. Maintenant, on a énormément de contributeurs qui viennent de la communauté, qui ne sont pas affiliés à Ripple. On a une centaine de boîtes qui construisent des solutions sur le XRP Ledger. Donc, Ripple est la plus grosse, sans aucun doute, mais on en a plein d'autres qui construisent sur le XRP Ledger. Ouais. Et le XRP aujourd'hui, il est tradé sur des exchanges, il est tradé sur le XRP Ledger également. C'est un token à part entière qui vit sa vie. C'est un token de blockchain traditionnel, comme Exactement. on peut les avoir. Et Ripple dans tout ça, en fait, c'est l'entreprise qui a créé XRP Ledger et qui l'utilise pour les fameux paiements transfrontaliers. Ce pourquoi on a plutôt l'habitude de connaître XRP et Ripple habituellement. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça, et Ripple d'ailleurs va être de moins en moins focus sur le paiement et de plus en plus sur des services end-to-end. On en parlait tout à l'heure avec Brad Garlinghouse, leur CEO, sur la scène. D'accord. Ils ont racheté des sociétés de custody, ils mettent en place des services d'on-ramping, d'off-ramping. Ils ont tout un tas de solutions pour faire vraiment du clé en main, si tu veux, pour leurs clients. Mais c'est vraiment le business de Ripple et c'est très attaché au monde financier. Ouais. Maintenant, le XRP Ledger, tu peux l'utiliser pour toutes les autres industries. C'est une blockchain de niveau 1 comme toutes les autres, à l'exception qu'elle est extrêmement rapide.
extrêmement peu chère, extrêmement efficiente en termes de consommation énergétique. Et dernier aspect que tu voulais évoquer tout à l'heure, petite question qui coince souvent quand on s'adresse, quand on parle de XRP, c'est le côté décentralisation. Ouais. Alors la décentralisation dans notre écosystème, je l'explique et puis après les gens jugent pour eux-mêmes si c'est suffisamment décentralisé parce que en gros ça fonctionne comme ça. La gouvernance sur le code source du protocole, donc le binaire qui tourne sur les serveurs du protocole, il est développé par une multitude de contributeurs. Il y a une cinquantaine d'ingénieurs chez Ripple, mais il y a au moins une centaine de développeurs, de contributeurs réguliers qui viennent proposer des amendements. Donc l'équivalent des BIP dans le monde de Bitcoin, chez nous, ça s'appelle des XLS. Donc c'est des propositions d'évolution du protocole, des nouvelles functionalities. Elles sont discutées sur GitHub de manière totalement publique, tout le monde peut contribuer, participer. Et quand les gens se mettent d'accord sur la spécification, ensuite il y a une proposition d'implémentation qui est faite. Et cette proposition d'implémentation, elle passe pas comme ça. On propose l'implémentation et ensuite c'est une autre communauté, c'est la communauté des validateurs. Et là c'est une autre entité qui manage un peu cette communauté de validateurs. C'est une fondation qui est basée en Estonie, qui n'a aucun lien avec Ripple, qui n'a aucun lien d'ailleurs avec nous, comme on est deux entités non-profit dans l'écosystème. C'est une émanation à la base de développeurs de l'écosystème qui ont dit nous on aimerait avoir plus de pouvoir dans la communauté et Ripple a totalement ouvert les portes là-dessus. D'ailleurs Ripple a financé en grande partie avec d'autres entités de l'écosystème cette fondation. Et donc leur rôle c'est d'organiser la bonne santé du protocole, de faire en sorte que le protocole tourne, parce que c'est important. On sait que quand une blockchain ne fonctionne pas, les gens perdent confiance dans une chaîne. Donc l'idée c'est une communauté très décentralisée, donc il n'y a aucun acteur sur ce protocole qui fait tourner plus de 5% des nœuds. D'accord. Et la fondation a établi tout un tas de critères. Donc, les critères principaux, c'est d'abord on doit être doxé, on doit savoir qui est l'acteur, qui est l'entité ou la personne qui fait tourner le nœud. On doit avoir une haute qualité de service. Si le nœud il est down un jour sur deux, c'est pas un validateur de qualité. Donc avoir une haute qualité de service, participer à la gouvernance, donc, voter pour les amendements quand ils sont proposés par des développeurs. Et être engagé en fait dans la communauté. Et il est peut-être là en fait, je pense, la problématique, à mon avis, le problème de compréhension des gens, c'est sur le fait que tu dois être doxed, donc tu dois être reconnu. C'est un peu particulier. Absolument. Mais en même temps, d'un autre côté, il y a un élément, moi je trouve, alors tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, il n'y a pas de rémunération aujourd'hui pour ceux qui font tourner un nœud. Exactement. Donc, le protocole, il a comme philosophie, l'idée de base de ce protocole, c'est d'enlever le minage de la blockchain. Okay. Donc ils ont pré-miné la monnaie, le XRP, 100 milliards de XRP pré-minés, mis dans un escroc programmatique qui réalise 1 milliard de XRP tous les mois. Okay. Et tous les XRP qui sont mis sur le marché qui ne sont pas achetés retournent dans l'escroc. Ça en fait on a une programmation assez linéaire de ce qui reste comme escroc à mettre, comme XRP à mettre en circulation. Sur le rôle de cette fondation, c'est un rôle important parce qu'en fait, il propose ce qu'on appelle un UNL, Unique Node List. C'est la liste des serveurs de confiance par défaut. C'est pas une whitelist, attention, c'est pas du tout à confondre avec une whitelist. C'est une proposition qui est par défaut dans le serveur. On peut éditer. Donc, nous, dans un fichier texte, on dit ce serveur, je ne veux pas m'y connecter, je vais en mettre 5 à la place. Et chacun est libre de choisir les serveurs auxquels il se connecte. Mais la configuration par défaut, c'est un UNL qui est proposé par la fondation. Ripple propose un autre UNL. Nous, certainement qu'en 2025, on proposera notre propre UNL. C'est une philosophie assez forte. Il n'y a pas d'incentive pour les validateurs. Le rôle des validateurs, c'est uniquement d'ordonnancer les transactions quand elles arrivent. Donc, il n'y a pas d'effort computationnel au niveau du serveur. C'est juste, il y a deux transactions qui arrivent. Celle-là arrive avant celle-là ou celle-là arrive avant celle-là. C'est le rôle du réseau de validateurs de faire consensus autour de ça. D'accord. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'incentive financier pour les validateurs. Le seul incentive qu'ils ont, c'est de faire en sorte que ce protocole existe. Ouais. Donc pour une startup qui a un business model, par ailleurs, qui gagne de l'argent en utilisant la techno, pour une institution financière qui utilise le protocole pour ses propres besoins, l'incentive, c'est que le protocole existe. En revanche, j'imagine que peut-être que vous aussi, il y a un moment donné où s'il l'utilise sans contribuer, en ayant un nœud ou quoi que ce soit, vous avez un schéma qui va les... Absolument, ça arrive régulièrement qu'on ait une nouvelle plateforme qui émerge, qui utilise l'infra public, puisque c'est de l'infra public, qui commence à faire du trading haute fréquence par exemple et qui tabasse l'infrastructure. À ce moment-là, c'est une conversation. On sait qui sont les gens qui
qui opèrent l'infra public, qui prennent contact avec les gens qui utilisent un peu trop l'infrastructure publique, ou en tout cas un peu trop à leur avantage. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose une contribution, soit une contribution à de l'infra public, soit de eux-mêmes spin-up leur valeur, et on a toute la doc et tout l'accompagnement pour ça. Ok. Donc ça, c'est le rôle de la fondation qui fait un super boulot sur garder un écosystème très décentralisé de validateurs et mettre en place un système de communication. Enfin, c'est vraiment de la en fait, décentralisé dans ce sens-là, enfin, ne veut pas forcément dire énormément d'utilisateurs. Puisque de te mettre sans incentive en tant qu'utilisateur particulier, j'aurais aucun intérêt à les staker, si ce n'est juste le côté de me dire je contribue à un protocole. Exactement. Donc finalement, dans ce sens-là, oui, c'est une bonne réponse, on va dire, à cette question-là en tout cas. Et c'est une philosophie en fait qui est différente d'autres blockchains, notamment les blockchains qui sont proof of stake, proof of work. C'est un autre consensus. Et on a en ayant retiré l'effort de minage, d'abord, il n'y a plus de besoin d'avoir énormément de serveurs qui contribuent. Puis aussi, on a radicalement réduit la consommation énergétique du protocole. Et ça, je pense que pour des use cases business, il y a de plus en plus d'attentes et d'exigences. Tout à fait, il y a un institut indépendant qui s'appelle CCRI, Crypto Carbon Rating Institute. C'est une boîte allemande, mais c'est des chercheurs qui sortent du MIT qui ont lancé ce projet, qui publie des chiffres sur la consommation énergétique de toutes les chaînes, enfin, quand on dit toutes, on va dire des 20 plus grosses chaînes en market cap. Ils ont, pour des raisons que j'ignore, ils n'avaient pas vraiment regardé le XRP Ledger jusqu'à cette année, et ils ont publié récemment les chiffres, et on est extrêmement performant. D'accord. Et on est d'autant plus performant qu'au regard du volume. C'est-à-dire, il y a peut-être d'autres chaînes qui au global consomment un peu moins que le XRP Ledger, mais on a des volumes 10 fois ou 100 fois plus importants. Le ratio consommation énergétique versus volume, là en tout cas vous êtes bon. On est très bon. Ok. Et donc ça pour moi c'est des arguments. Tu me demandais qu'est-ce qui m'a fait aller vers le XRP Ledger. Moi j'ai un peu traîné mes bottes dans différents écosystèmes. Je dirigeais un lab d'innovation à San Francisco pour des boîtes françaises, et un jour on m'a demandé de me pencher sur la blockchain. Et je suis tombé sur le mot green blockchain. Et donc, moi j'ai un peu des antennes quand ça dit green quelque chose, je me dis ça cache un truc. Et je ne trouvais pas les données qui pouvaient backer le fait que c'était green. Ce que j'ai compris, c'est que, évidemment, proof of work, c'est moins bien que proof of stake en termes d'exigence énergétique. Mais, sur cet aspect-là en tout cas. Voilà, mais proof of stake, c'est encore très consommateur. Donc certes, il y a un incentive financier, mais par contre, le retour de bâton, c'est que c'est extrêmement consommateur d'énergie. Et donc, dans mes recherches, je suis tombé sur le XRP Ledger, et en rentrant en France, j'ai vu qu'il n'y avait rien de fait pour la communauté XRPL. D'accord. Que c'était carrément l'underdog. C'est-à-dire tous les gens disaient non mais XRP, d'abord le procès avec la SEC faisait que les gens n'étaient pas très chauds pour parler d'XRP ou travailler avec l'XRP. Et puis la technologie XRP Ledger, elle était infantilise. Et donc étant plutôt à l'aise avec la tech, j'ai mis les mains dedans, j'ai regardé comment ça fonctionnait. J'ai trouvé que c'était extrêmement élégant comme implémentation de consensus. Et certes, c'est peut-être moins décentralisé qu'une autre chaîne, mais pour ce que moi j'aimerais en faire, c'est largement suffisant comme élément de décentralisation. Mais justement, là tu m'as donné tous les bâtons pour avancer dans la discussion. On a parlé de Commons, on a parlé de tout ce que vous pouvez faire. Justement, à quoi ça ressemble? Concrètement, à quoi ça ressemble d'abord? Il s'appelle Commons. Commons, on est une structure non-profit, on est basé à Paris. Moi, le pari que j'ai fait, c'était d'ouvrir un lieu. Avant ça, j'ai participé à l'ouverture de plusieurs lieux d'innovation à Paris. Et ce que j'ai vu, c'est la force du lieu physique. Donc c'était à la fin du Covid que j'ai commencé à avoir cette idée. Les gens me disaient que c'est complètement fou, un lieu, les gens viennent plus travailler au bureau. Mais j'ai insisté, et là où je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à faire, c'est à Paris, on n'a pas de lieu ouvert. On a Station F qui fait plein de choses, on a The Sandbox qui est un super lieu où ils font plein de choses, on a la NFT Factory, malheureusement c'est arrêté, mais je me suis dit, un lieu pour notre communauté, ça va être un super point de ralliement. Et quand tu as un lieu, en fait, tu as à la fois un endroit de convergence où tu peux rassembler les gens, aussi un lieu où tu peux former, éduquer, tu peux faire des événements pour que les gens viennent découvrir le sujet. Et donc, on est parti avec ce point de départ qui était ouvrir un lieu à Paris. Ce qu'on a fait, donc on a un super lieu rue Maubourg où les gens ont beaucoup de plaisir à venir et travailler et rencontrer les gens de l'écosystème. Et on est parti sur 3 piliers. L'idée, c'est de créer un écosystème qui repose, on va dire une logique un peu vertueuse, qui, si on fait bien notre boulot, dans 5 ans, 10 ans, on n'aurait plus besoin de le faire. Donc, ma vision, elle est un peu atypique dans le monde des cryptos,
c'est que l'adoption, elle ne va pas venir des utilisateurs finaux, elle ne va pas venir des clients, elle va venir des grandes boîtes qui vont utiliser la blockchain comme infrastructure quasiment invisible pour leurs utilisateurs. Ce qui est quand même une théorie qui est relativement en train de se valider aujourd'hui. Moi, depuis le début, c'est vraiment mon approche. Ouais. Et avec, par exemple, je te coupe pour cet exemple-là, pour ceux qui nous écoutent, on a tourné une vidéo récemment au sujet de BlackRock avec la tokenisation d'actifs qui va reposer sur Ethereum. In fine, on peut imaginer un monde dans lequel, au moins là pour le coup sur l'aspect financier, on a des acteurs qui proposent des produits financiers qui reposent sur une infrastructure. Aujourd'hui, on ne sait même pas quelle infrastructure permet de supporter nos échanges quand on trade la bourse. Tout à fait. Demain, ce sera la même chose. Non seulement on ne sait pas, et en plus, ça ne nous intéresse pas de savoir. Exactement. Et demain, ce sera le service rendu. Je pense qu'on est dans une forme d'équilibre là-dessus. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de savoir, et en même temps, tu regardes un FTX, quand ça se casse la gueule, l'impact il est majeur. Et donc, c'est quand même bien d'avoir un certain niveau d'éducation pour pouvoir se dire, on va avoir une approche un certain niveau de décentralisation qui permet de garantir un haut niveau de service, qui ait des responsabilités très claires, des liabilities très claires. Et donc ça, moi ça m'intéresse, tu vois, de faire émerger un monde dans lequel des sociétés ultra centralisées puissent dire on va utiliser une infrastructure décentralisée pour proposer de nouveaux services. Le monde de la finance, ça s'y prête bien parce que les premiers cas d'usage sur la blockchain, c'est la crypto, les NFT, le droit de propriété, on va dire. Donc le monde de la finance est en train de s'en emparer, mais on va voir très vite d'autres industries faire la même chose, tout simplement parce qu'elles ont déjà des process financiers, mais il y a des process extra-financiers qui bénéficieront grandement quand tu as des problèmes de conflit d'intérêts, quand tu as des problèmes d'auditabilité. La blockchain, en fait, c'est un outil extrêmement performant. Ça ne répond pas à tous les cas d'usage, mais à certains endroits, ça répond beaucoup mieux que des bases de données centralisées. Donc là-dessus, je pense que les gens sont en train de comprendre, et donc nous, notre rôle, c'est d'éduquer, c'est d'abord beaucoup, d'éduquer des futurs talents. En France, il y a le rapport Chaise qui a été publié, je crois qu'il va nous manquer d'ici 2030, 15 000 talents formés à la blockchain, technique et non technique. Juste parce qu'on n'a pas encore mis les capacités de formation. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les universités. Enfin, on a démarré Commons il y a 1 an exactement. On avait annoncé le lancement de Commons pendant la dernière Paris Blockchain Week. Donc là, on a un bon marqueur, ça fait 1 an. On a initié une dizaine de partenariats académiques. Il y a énormément de demandes de côté étudiants, mais les universités, les écoles d'ingé, elles ne savent pas forcément répondre. Elles n'ont pas forcément dans leur staff les personnes qui sont en capacité de former. Donc nous, on amène des gens qui sont déjà dans l'écosystème et on leur donne le rôle de prof. Ou alors, on forme des profs qui sont déjà formés, qui sont déjà experts de la finance ou de l'informatique, et on leur donne cette couche de savoir sur la blockchain. C'est super intéressant parce que personnellement, moi je sors d'école d'ingé et j'avais discuté il y a quelques années avec mes anciens profs pour faire ça, et ils étaient extrêmement réticents alors que je leur disais voilà, Cryptos, on a un média, je peux ramener des personnes qui sont importantes, qui ont beaucoup de compétences, etc. pour au moins, ne serait-ce que faire une petite introduction. Et c'était un nom catégorique sur le fait que ils ont peur de ça. On a des structures en France, en Allemagne, en Espagne, je pense à Cryptosphère, je pense à Open Blockchain Club. En fait, c'est des structures qui sont hyper matures sur ces sujets, où les étudiants se sont auto-formés et puis ils veulent distribuer le savoir. Donc là, nous, on est hyper contents d'avoir des partenaires, avoir des partenaires qui peuvent nous faire rentrer dans les campus de manière bottom-up, par les étudiants. Mais le problème, la limitation de ça, c'est qu'il n'y a pas de diplôme reconnu. On peut ce qu'on veut, et on travaille avec Chaise, qui est un groupement d'industrie et d'universités qui est financé par la Commission européenne. Donc on a rejoint ce groupement-là, qui définit les standards en Europe des diplômes blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un diplôme blockchain? C'est un diplôme blockchain sorti de la Sorbonne en France. Est-ce qu'il est équivalent à un diplôme sorti d'Espagne ou du Luxembourg? Ça, c'est hyper important. Et donc, c'est comme ça qu'on va professionnaliser la filière, évidemment. Et donc, l'idée, c'est que doucement, on donne des capacités de formation aux universités, aux écoles, qui ont déjà en fait tout le savoir, on va dire toute la méthodologie pédagogique, mais elles n'ont pas forcément le savoir blockchain. Ça, c'est un de nos rôles. Et ça nous permet aussi d'avoir un pied dans la recherche, parce qu'on commence à aussi s'appuyer sur des labos de recherche qui, du coup, beaucoup plus d'antériorité sur les sujets que nous, qui ont vu plein de technos, pas juste le XRP Ledger. Moi, cette approche, elle me plaît beaucoup. J'ai pas forcément besoin d'envoyer un prof qui va vendre ma soupe. C'est pas ça le sujet. C'est former des étudiants qui vont avoir un panorama 360, qui vont pouvoir se dire cette techno elle fonctionne comme ça, celle-là elle fonctionne comme ça.
au bout du compte, je peux faire ma décision de manière instruite pour le use case qui se présente. Ok. L'autre particularité du XRP Ledger et qui fonctionne très très bien dans un cadre pédagogique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apprendre un langage particulier. C'est le langage. Le XRP Ledger, c'est une grande librairie. Il faut voir ça comme une grande libre. Okay, donc on fait que des calls d'API à une librairie. Et ces calls, ils peuvent se faire dans tous les langages. Enfin, tous les langages, pas en COBOL, mais JavaScript, Python, Rust, Go, PHP, Java, C++, C. Enfin, en gros, c'est une techno qui existe quand même depuis 2012. Et ça fait 12 ans qu'elle existe. Elle n'a jamais eu de bug majeur, jamais planté. Et pour s'y connecter, on a eu le temps de développer toutes les librairies, si tu veux, par langage. Donc, un langage moderne qui est étudié dans une école d'ingé ou dans une école qui fait de la data science où ils vont apprendre du Python, ils sont capables en quelques jours de formation, même quelques heures, de faire leur première transaction sur l'XRP. Donc ça, c'est hyper bien comme format pour les initiés. Et puis après, s'ils veulent faire des trucs plus compliqués, évidemment, ils se penchent dessus, mais c'est une première brique. La deuxième brique, pardon, je suis un peu long dans ce que je raconte, mais non, t'inquiète. La deuxième brique pour nous, c'est l'adoption institutionnelle et corporate. Et par ça, c'est un long chemin. On sait que ça va pas se faire du jour au lendemain, donc on a des formats aussi éducationnels, mais qui sont adaptés à des décideurs et à des dirigeants. Ce qui compte pour moi, c'est de faire comprendre à des dirigeants le potentiel de la blockchain. C'est pas de leur dire la blockchain c'est super, c'est pas de leur dire la crypto c'est safe, la régulation c'est pas important. Non, tout ça c'est extrêmement important et ils ont raison de mettre en avant leurs doutes. Et notre rôle c'est de leur montrer la valeur que ça peut créer pour leur industrie. Donc c'est presque un job de consultant d'une certaine manière. On a disséqué plein d'industries et on a pris la chaîne de valeur de chaque industrie et on a montré qu'à certains endroits dans chaque chaîne de valeur, on pouvait créer de la valeur exponentielle. Prends le marché du luxe. En France, les grandes entreprises du luxe, elles croient très fort au Web3 pour les aspects plutôt communautaires, l'aspect connaissance du client, les programmes de fidélité, etc. Et donc elles ont investi massivement dans de la formation interne, elles ont embauché des gens très qualifiés. Mais là où la blockchain va vraiment créer de la valeur dans le marché du luxe pour moi, c'est tout ce qui va être sécuriser la supply chain de la fabrication jusqu'au marché secondaire. Parce qu'aujourd'hui, le marché secondaire, c'est un marché inexistant. Où les marques ne captent pas de valeur. Et quand tu leur expliques bien ça, elles voient que en fait, les seconds marchés, c'est énorme pour elles et elles peuvent constituer une relation client, pas juste au premier achat, mais dans toute on va dire, toute la durée de vie du produit. Ça, c'est des nouveaux cas d'usage. Je vois, on est à Paris Blockchain, je vois les gens passer. Eric là-bas qui travaille sur un sujet sur le XRPL, justement, qui est une boîte qui s'appelle Carasset, c'est le passeport de la voiture électrique. En gros, être capable de connaître l'état de santé de toutes les pièces de la voiture et notamment sa batterie. Parce que si tu arrives avec de l'éducation du conducteur à leur faire adopter des bonnes pratiques dans leur conduite, tu peux étendre la durée de vie de la batterie et donc de la voiture de plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça, pour des sociétés de leasing qui ont 1000, 5000, 10 000 voitures, leur dire on va vous mettre en place une solution qui va permettre d'étendre la durée de vie de la voiture et donc de pouvoir leaser la voiture 3, 4, 5 mois de plus, c'est juste du revenu supplémentaire pour eux. Ok, donc tu donnais un cas d'usage, ça c'est intéressant, j'allais te poser cette question-là aujourd'hui des différents cas d'usage dans lesquels vous pouvez aller. Pour des XRP Ledger Maxi, on te dirait le XRP Ledger c'est vraiment une blockchain qui a été pensée pour le paiement. Certes, c'est totalement vrai, et donc c'est extrêmement efficace pour les paiements. En fait, si on amène d'autres use cases comme la supply chain par exemple, qui ne sont pas forcément payment first, on finira forcément par capter la valeur financière de la transaction après. Et donc, moi, je suis pour aller investiguer, aller chercher d'autres use cases. Et si c'est suffisamment, si le standard est suffisamment bon pour que des banques l'utilisent, encore une fois, d'autres industries peuvent totalement l'utiliser sans se poser trop de questions. Donc ça, c'est un gros pan de ce qu'on fait. Et le troisième bloc, qui est un peu une forté parce que je viens de là, c'est on a ouvert une résidence d'entrepreneurs. Donc c'est un programme qui s'appelle l'Aquarium. Qui est pas, c'est pas l'incubateur lambda, enfin c'est pas le programme habituel. C'est un programme qui prend pas de capital dans les boîtes. On invite des gens à venir travailler avec nous et qui s'inspire beaucoup des résidences d'artistes. Parce qu'en fait, faire un produit, c'est à maintes égards, c'est assez proche de créer une œuvre d'art. C'est pas une science. Il y a beaucoup faut tester, faut itérer. Et donc on a créé ce programme qui dure 3 mois. Qui est ouvert au monde entier et dans lequel on invite, je dis bien invité, on fait voyager les gens
du monde entier. On les loge à Paris et on les héberge pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, ils vont travailler avec nous sur des sujets. Nous, on détermine ces sujets-là, mais après, eux viennent avec la solution qu'ils veulent implémenter. Oui, c'est une espèce d'appel d'offres aux entrepreneurs pour venir répondre à une problématique, un projet. Ok. Et Là, ces projets, ils tournent autour de XRP Ledger en lui-même ou c'est des cas d'usage? C'est pour beaucoup des cas d'usage. On a quelques projets qui viennent qui sont déjà XRPL compatibles. On a des gens qui viennent avec différents niveaux de maturité. Il y a des gens qui viennent avec une boîte et qui disent moi je veux incorporer le sujet dans ma boîte. C'est une très bonne question ça. Et d'autres qui viennent avec juste une idée et qui n'ont pas forcément de connaissances sur l'XRPL. Et on profite de ces 3 mois pour les former, pas que au sujet de la blockchain. La blockchain, c'est un sujet un peu technique, mais il y a plein de sujets non techniques autour de la blockchain. La tokenomie, hyper important et central dans un projet blockchain. La gamification de l'expérience, la gouvernance, le lean startup, les méthodologies de création de produits ou de boîtes qui sont en fait propres à toutes les startups, qui ne sont pas juste propres à la blockchain. Mais on ajoute aussi ces modules pour donner à ces entrepreneurs en fait une vraie connaissance du monde de la blockchain, de la régulation. On a une grosse partie légale et là-dessus on a trouvé des partenaires incroyables, des gens de l'écosystème français. Mais on a fait aussi venir beaucoup de gens de l'étranger. On n'a pas forcément tous les experts en France, où ils ne sont pas forcément tout le temps tous disponibles, mais on a fait venir aussi beaucoup de gens de l'étranger. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial avec ce programme qui a démarré en septembre, donc là on vient de fermer la 2e cohorte. La prochaine sur l'identité décentralisée va démarrer à la fin du mois d'avril. Ce que j'ai vraiment trouvé pertinent, et c'est pas pour m'envoyer des fleurs, c'est que on s'est dit si on démarre avec que des Français, que des Parisiens, on va résoudre des problèmes de Français ou de Parisiens. Et donc on va rien résoudre du tout. Ou alors c'est pas très ambitieux. Donc on s'est dit il faut qu'on aille chercher des gens qui eux dans leur quotidien ont des pain points que nous on connaît pas. Et donc on va les chercher en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Et évidemment c'est la raison pour laquelle on les invite, parce que si tu fais venir quelqu'un d'Éthiopie ou du Pakistan, il a pas les moyens de vivre à Paris. Donc on a créé les conditions, et j'utilise souvent ce mot créer les conditions. On a créé les conditions pour eux de venir et d'amener leur point de vue, leur talent, leur savoir-faire. Et 3 mois, c'est un peu long quand même. C'est pas tu vois, un bootcamp d'une semaine. Il faut qu'ils aient le grit et le drive pour dire ok, je vais dédier 3 mois de ma vie à ce projet. Et nous, le retour, c'est que pendant tout ce temps, on leur donne les conditions propices à faire ces projets. Ok. Voilà. Et donc l'idée, si on prend un peu de recul, ce qu'on fait comme travail avec l'adoption institutionnelle, c'est on essaie de défricher les problèmes que les entrepreneurs vont pouvoir résoudre. Si on trouve des institutions, des grandes boîtes qui sont prêtes à payer pour des solutions, qu'elles soient basées sur la blockchain ou pas, mais dans notre cas, on préfère qu'elles soient basées sur le XRPL, on va créer des opportunités pour créer des boîtes qui vont être solvables, qui vont être durables, qui vont créer des opportunités de job, qui vont employer des développeurs et qui vont aller chercher des talents à la sortie des universités. Et donc c'est un cercle vertueux qu'on essaie de créer, un peu en dehors de ce que fait le monde de la crypto de manière générale. Il y a d'autres incentives pour moi qui sont créer des jobs, porter des entrepreneurs, les accompagner, essayer de résoudre des use cases qui sont un peu difficiles, mais on va y arriver. Tu vois, je suis hyper confiant. On vient de fêter 1 an d'existence. Et beaucoup de choses en 1 an quand même. C'est passé énormément de choses, ouais. On est passé de... L'année dernière, j'étais tout seul à Paris Blockchain Week quand j'ai annoncé qu'on se faisait. Aujourd'hui, on est 15. On a accompagné une trentaine d'entrepreneurs. On a formé, sans dire de bêtises, une centaine de personnes. Et voilà, l'idée c'est de scaler tout ça. Et donc, moi j'avais connaissance évidemment quand même de XRPL Commons, puisque j'étais l'année dernière quand ça avait été annoncé. On a suivi rapidement sur Cryptost. Pour le coup, j'avais pas connaissance de vraiment la densité de ce que vous faisiez, la diversité aussi de ce que vous proposiez. Donc franchement, c'est super intéressant que vous avez vraiment fait un panorama complet. Alors bon, je voulais parler des cas d'usage, on oublie, je vais te parler plutôt de l'impact pour XRP. Je sais que c'est quelque chose, je pense, qui intéresse les gens. On a, à mon avis, dans la communauté Cryptost, beaucoup de personnes qui sont attachées à XRP. Et à juste titre, ça fait partie des cryptos les plus symboliques de notre écosystème et des projets aussi les plus intéressants, même si, comme tu disais tout à l'heure, il est vrai, il y a eu quelques éléments dans l'histoire qui ont fait que il y a eu des périodes plus compliquées pour XRP. Aujourd'hui, l'impact, est-ce que tu as une manière de nous montrer l'impact tangible qu'a pu avoir Commons sur
l'écosystème XRP, sur son adoption, sur je sais pas, enfin voilà. Ouais, bah, alors, C'est peut-être compliqué comme non, question. non, les trucs tangibles, c'est bon, il y a les chiffres, tu vois déjà combien de personnes passent chez nous. Donc là, c'est la 3e cohorte qu'on lance. À la fin 2024, on aura lancé ou on aura accompagné 100 entrepreneurs. D'accord. Et qui, tu vois, d'une certaine manière, sont très contents d'être passés par chez nous parce qu'on leur a donné énormément, on leur a rien pris. Ouais. Donc, on les a amenés tout de suite à un niveau où certains sont en train de lever. On a ouvert un réseau qui est intéressant parce que c'est un réseau international. Tu vois, le XRP Ledger, c'est bien plus que nous à Paris. Attendez, ouais. On croise énormément de personnes. Ouais. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, Ripple a commencé le XRP Ledger il y a 12 ans et il y a des ramifications partout. Donc, on a des labos de recherche qui veulent bosser avec nous. Le programme que Ripple a financé, qui s'appelle Ubri, c'est 58 labos de recherche dans le monde. Et c'est des gens qui aimeraient bien en fait transférer leur technologie du labo vers le monde de l'industrie. Donc on commence à avoir des conversations avec ces labos. Pour moi, ça c'est génial parce que c'est des gens qui arrivent avec une connaissance à la fois de la techno et aussi d'un use case hyper précis. Pour moi, c'est le plus intéressant. Et qui sont bloqués dans leur labo parce que bon, dans un labo, on ne te demande pas forcément de créer de l'IP. Enfin, ça, on commence, je trouve, de plus en plus à le voir. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais par rapport à il y a 3 ans ou plus même, on commence à avoir des personnes qui ont une connaissance ultra pointue dans un domaine en particulier, peu importe lequel, un peu de connaissances techniques, et qui veulent mettre tout ça à profit en utilisant la blockchain. Et je trouve que c'est plus intéressant que l'inverse. Alors c'est un phénomène, je dirais, il y a 2 choses qui se passent en parallèle. On a dans les labos des gens de plus en plus matures sur leur sujet, et puis aussi on a des investisseurs qui repèrent très tôt des opportunités incroyables. Et donc tu vois, BPI a lancé un fonds Deep Tech en France pour aller chercher cette techno dans les labos, la sortir des labos, en faire des startups. L'INRIA fait un travail colossal sur le transfert de technologie et depuis des années, le CNRS aussi. En fait, en France, on a un peu cet avantage d'avoir un très très beau tissu de recherche. Et moi, j'ai envie d'aller taper dans ce tissu pour faire émerger des futurs pépites. C'est pas facile en fait, parce que les entrepreneurs et les chercheurs n'ont pas forcément des mindsets compatibles. Donc il y a un travail à faire, c'est le travail que nous on se propose de faire à la période par exemple. Mais in fine, c'est hyper bénéfique. Pardon, il y a plein de gens qui font des coups de coucou au passage. Ouais, c'est assez bizarre. Ça fait un peu que je me fais prendre en photo. C'est sympa. Comme ça, on se calme. Donc, dans l'impact, moi ce que je vois, c'est il y a 1 an quand je l'ai lancé, les gens me disaient mais t'es qui toi en fait on ne te connaît pas, t'es pas connu dans l'univers des cryptos, t'es pas connu dans l'équipe XRP Ledger. Et j'ai dit bah je suis une personne en fait, moi je suis un entrepreneur, je vais faire un truc, puis peut-être que j'arriverai à convaincre des gens. Pour moi, la première milestone, ça a été de convaincre des gens de contribuer financièrement au projet pour qu'il existe. Donc ça a été fait. Une fois que j'ai eu les moyens de lancer Commons, il a fallu créer une entité, donc convaincre des gens de contribuer au board. Et puis convaincre des gens aussi de rejoindre cette espèce de giga DAO. Exactement. Travailler sur une gouvernance la plus ouverte possible, sachant qu'en fait, si tu veux aller vite, il faut quand même avoir une gouvernance qui te permette de faire des choses. Donc, j'ai pas demandé la permission de tout faire. J'ai dit, je vais lancer des projets. Et puis on verra bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Au bout d'1 an, j'ai l'impression que ce qu'on a lancé, dans l'absolu, il y a quand même pas mal de choses qui marchent. Les choses qui pourraient être améliorées, on va les améliorer. Évidemment, la première cohorte était un peu moins bien en termes d'accompagnement de notre part que la deuxième, et qui sera un peu moins bien que la troisième, et on s'améliorera. Bien sûr. Et puis l'autre sujet où moi je vois vraiment une espèce de bascule, c'est qu'il y a 1 an, c'était impossible de parler à un dirigeant d'une grande boîte. Et là, on vient d'organiser un sommet sur la tokenisation des assets du monde réel il y a 2 semaines à la place Tech. Il y avait 150 personnes, il y avait l'AMF, la Cour des comptes, pas en leur nom propre, mais représentés par des gens. Et c'était un super événement où on a pu parler régulation, on a pu parler de l'intérêt qu'avaient ces grandes boîtes pour la blockchain. Il y avait Guillaume Latour qui était avec nous. On a eu la chance en fait d'arriver à réunir. Et pour moi, c'est ce moment où je réalise qu'on est passé de 0 à 1, c'est quand on a une caisse pleine de gens hyper sachants, qui sont tous des experts, qui viennent avec une expertise peut-être un peu différente les unes des autres, un parcours un peu différent, mais qui sont tous d'accord pour venir parler, contribuer, échanger avec nous. Ça, c'est le marqueur pour moi qui dit qu'on commence à avoir
pas forcément du succès, mais de la crédibilité. Non, en tout cas, si, c'est intéressant de dire qu'il y a des personnes, notamment de la finance traditionnelle, qui s'y intéressent. De toute manière, il y en aura de plus en plus. Donc, il y aura, même si l'impact, parce que ma question, elle était peut-être un peu... c'était peut-être tôt pour la poser au bout d'un an. Mais l'impact, s'il ne se fait pas sentir maintenant, il se fera sentir probablement dans les années à venir avec ces projets que vous accompagnez. Et probablement aussi ces personnes que vous êtes en train de convaincre maintenant peuvent venir construire des choses à la fin. Absolument. Et si je peux, si on a encore une minute, Allez, je le dis souvent, mais on a un biais cognitif qui est lié à notre usage de la tech. On a des apps dans la poche qui prennent maintenant quelques heures à atteindre le premier million d'utilisateurs. En fait, il faut se rappeler que la technologie, c'est des cycles d'adoption très très longs. Là, tout le monde parle d'IA. Le moment un peu Satoshi Nakamoto de l'IA qui publie son white paper, c'est la Dartmouth Conference, c'était il y a 60 ans. Et donc, les cycles d'adoption de la technologie sont longs. La blockchain, c'est une matière qui est encore en devenir, enfin, c'est encore dans les labos de recherche. On crée de l'innovation sur la blockchain tous les jours. Il y a des nouveaux protocoles qui émergent. On va en faire quelque chose collectivement, mais il faut se dire qu'on est là pour un long run. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis. On terminera là-dessus, mais pour ceux qui nous écoutent, on voit souvent des personnes qui se questionnent sur il y a plein de projets qui se lancent, il n'y a toujours pas de cas d'usage, on nous a promis en 2021 qu'on allait révolutionner tel ou tel truc. Voilà, c'est un processus qui est lent, ça se fait pas en un claquement de doigts et il ne faut pas être trop impatient, au contraire, justement, plutôt patient, notamment dans le domaine technologique. Mais en tout cas, voilà, merci à toi de nous avoir présenté XRPL Commons. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça leur fera plaisir Merci de l'invitation. parce que je sais qu'il y a, je le répète, je pense qu'il y a une belle communauté, à mon avis, XRP au sein de Cryptos. Donc j'espère que ce podcast, cette interview vous aura plu. En tout cas, merci à toi à nouveau. Et puis on continuera dans tous les cas de suivre de très près ce que vous faites. Avec grand plaisir. Si Cryptos veut venir voir ce qui se passe à Amsterdam pour Apex au mois de juin, on organise une grande conférence qui cette année a lieu en Europe, à Amsterdam. Ce sera l'occasion de voir tous les builders de la communauté découvrir ces projets donc, que vous accompagnez. Écoute, on accepte l'invitation super. Si vous nous l'a proposé. Merci beaucoup et puis je te souhaite de continuer de profiter aussi de ta semaine pour Paris. Merci, vous aussi. Bon courage pour cette semaine. Merci. Ça va être super.